9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Certains disent parfois que la presse raconte des histoires, et si finalement c'était l'histoire qui était racontée par la presse. C'est en tout cas le projet de deux figures du monde du livre, la Bibliothèque nationale de France, la BNF, et l'éditeur Jean-Claude Lattès, qui s'associent pour proposer une revue surprenante. Ça s'appelle Retro News, l'histoire par la presse, 228 pages, couleurs, qui sortent chez les marchands de journaux et les libraires. Qu'est-ce qu'on y trouve? Pourquoi ce projet? Est-ce la preuve que la presse est une trace historique nécessaire? Élément de réponse avec ces deux créateurs. Je commence par vous, Étienne Manchette. Bon. Vous êtes le responsable des partenariats et des contenus de la BNF et responsable éditorial de cette revue Retro News. Maillard Guven avec vous, avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et éditeur, cofondateur du journal Le 1 et de la revue America avec Eric Fotorino, et aujourd'hui le directeur de publication de Retro News. D'abord, pourquoi cette envie de lancer cette revue, Maillard Guven? C'est vous qui êtes à l'origine du projet. Comment c'est né? J'étais tout simplement lecteur de Retro News. Une Retro News qui est au départ une plateforme numérique qui a rencontré un grand succès sur Internet. On peut consulter 3 siècles d'archives de presse. Elles sont éditorialisées, racontées dans des articles. Mais j'étais lecteur et vous savez, sur Internet, le temps est court, ça va vite, parfois on est dérangé. Je me suis dit, j'aimerais bien pouvoir lire ça le week-end, le soir. Et puis, j'ai tout simplement contacté Étienne. Et voilà. Et pour moi qui n'ai pas votre âge, ça abîme les yeux. Une lecture longue, je trouve que c'est pas pratique sur Internet et c'est beaucoup plus pratique dans le format papier. Je suis entièrement d'accord avec vous. En fait, sur écran, on dit techniquement que l'œil chasse. Parce que l'œil est dérangé et la définition en réalité est moins élevée que sur papier. On ne va pas rentrer dans des détails techniques, mais le papier c'est agréable, c'est reposant. Mais tout le monde le sait, tous les gens qui nous écoutent le savent. Étienne Manchette, c'est quoi Retro News à la base? À la base, c'est le site de presse qui a été développé par la Bibliothèque nationale et qui héberge en gros 7 millions de pages. Voilà, c'est 3 siècles et demi, comme vient de dire Maillard. Donc ça de la Gazette de Renaudot jusqu'aux années 50. Et c'est un outil de recherche qui a été développé spécifiquement sur ces collections-là, qui ont été pendant assez longtemps ignorées, et puis qui ont un vrai problème de conservation aujourd'hui. Donc c'est un sujet. Et puis il y a toute la partie, nous on s'est demandé, au-delà des chercheurs et des autres gens qui ont de l'empathie pour aller chercher, comment mettre en forme, comment divulguer au maximum ces histoires-là qui sont contenues dedans. Et donc on a créé toute une offre édito dessus pour créer de l'histoire, mais aussi des histoires, des petites lorgnettes, pour rentrer dedans. Redites le chiffre astronomique du nombre de pages. Ouais, c'est 7 millions de pages. En fait, c'est très peu. On est à 6% de numérisé à la bibliothèque. J'allais vous demander justement si c'était exhaustif. Non, oui. Alors, les collections, disons que le volume qui est abrité à la bibliothèque... Est-ce que je trouve le Dauphiné libéré, édition Aldo de Provence du 4 mars 67? Alors 67, non, parce que sur la plateforme, on s'arrête en 1950. Voilà, par contre, à la bibliothèque, ça y est, à titre légal. Nous, on est sur une partie qui est antérieure. Et moi, ça m'arrange parce qu'en fait, tout ce 19e siècle, par exemple, c'est le grand siècle de l'information, en fait, de la naissance de l'information. Les journaux bondissent entre quelqu'un qui ouvre un canard en 1830 et quelqu'un qui veut l'ouvrir en 1890. Au niveau cognitif, c'est pas du tout le même monde. Il est connecté avec absolument tout. Il reçoit les nouvelles d'Amérique, d'Asie, etc. Et toute la structure de l'information, le récit, ce qui va être le sang à la une, le récit sportif, etc. Voilà, c'est une mécanique de l'information qui se met en place à ce moment-là, et donc c'est vraiment tout à fait différent. Ce qui est très très frappant quand on lit les journaux des années 60, par exemple des vieux François et les faits divers, il y a quelque chose qui n'existerait plus maintenant. Je me rappelle très bien, c'est un accident qu'il y avait eu, je ne sais plus quelle chanteuse ou actrice. Il y a non seulement le nom de l'actrice évidemment, là où elle habite, le nom de la personne qu'elle a écrasée, sa profession, là où elle habite, c'est toutes les informations sortaient à l'époque, ce qui serait absolument impensable aujourd'hui. Ouais, en fait c'était même le but, c'était d'aller au plus loin et puis d'avoir cette espèce de feuilletonnage de l'actualité qui était qui inonde l'information tout le long du 19e, et puis après, dans les années 30, c'est encore pire. On a compris que le projet venait de l'éditeur, le 1, ici représenté par Maillard Guven. Vous avez dit oui tout de suite à une version papier? Alors nous, de toute façon, la bibliothèque aime plutôt bien les livres. Donc nous, c'est un projet qu'on imaginait, etc. Et c'est cette rencontre qui a permis... c'était aussi dans les tuyaux déjà? De toute façon, moi, le papier, on a le même rapport à l'écran, c'est-à-dire que d'avoir cette base de données, ce moteur de recherche, c'est toujours très intéressant. C'est même indispensable pour les chercheurs, mais c'est vrai que le temps de lecture, l'appropriation, le contact globalement aux archives, prendre le temps de regarder une archive, pour moi, c'est un plaisir. Donc quand Maillard est venu, on a bien tilté là-dessus. Alors donc c'est édité par Lattès, alias Jean-Claude Lattès, qui s'écrit JC Lattès quand on le voit. Pourquoi ne pas s'être adressé à un groupe de presse? Pourquoi un éditeur? Vous savez, moi j'ai travaillé dans la presse dans le passé. Aujourd'hui, je suis directeur littéraire.
Pourquoi ? Parce qu'on est capable de le faire, et puis qu'on le fera différemment. On a mis beaucoup de littérature dans ce magazine. On aime beaucoup les livres, on aime les romans, on aime l'histoire. C'est pas une question de praticité, c'est plus... Non, vous savez, personnellement... Je pensais que c'était plus facile pour les retours, pour vendre, pour les stocks. Non, rien à voir avec ça. Non, vous savez, moi je me lance dans les projets comme dans les histoires d'amour. Donc, bon, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui vous écoutent à ce sujet-là, donc allez-y. C'est-à-dire quand j'aime bien les personnes avec qui je peux travailler, quand elles sont passionnantes, quand elles m'apprennent des choses. Retro News m'a énormément appris. Je veux dire, et ce sentiment d'apprendre, j'avais envie de le transmettre. D'accord. Vraiment. C'est-à-dire qu'en lisant vous le passé... Vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi un éditeur plutôt qu'un organisme de presse ? Oh, mais parce qu'on savait faire. Voilà. À qui s'adresse Retro News ? C'est pour les chercheurs, pour les passionnés d'histoire, pour les journalistes, pour dire les choses clairement, pour les CSP++. J'en parle parce qu'ils sont pas très nombreux, hélas. Alors non, pas du tout. Nous, la philosophie générale, elle est plutôt d'aller dans les gares, d'aller dans les endroits où les gens passent, les gens découvrent ces contenus-là. Donc non, elle est épaisse, mais en fait, c'est des histoires qui sont... Pierrot le Fou, le récit de Pierrot le Fou, vu par la presse, tout le monde peut lire ça. Pierrot le Fou, je précise, parce que c'était la mort de Belmondo récemment. C'est pas le personnage joué par Belmondo dans le film de Godard. Pierrot le Fou, c'était un tueur. L'original. Racontez qui était Pierrot le Fou. C'est justement, il a ironisé, il s'est appelé Pierrot le Fou en référence à ce tueur. Racontez qui il était Pierrot le Fou. Eh ben, en gros, c'est une espèce de bandit, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est la mise en scène qui émerge fait par la presse. C'est-à-dire que là, il y a une fictionnalisation quasiment du récit. Et donc voilà, là, quand vous lisez cette histoire-là, telle que nous on la restitue, c'est une espèce de revue de presse de toute cette mécanique qui dresse un portrait de lui. Et puis vous avez les archives brutes autour de ça. On voit que les journaux n'étaient absolument pas comme maintenant. Par exemple, l'Humanité, qui est maintenant un journal plus d'opinion, qui était avant l'organe central du Parti communiste. Là, l'Huma, ils enquêtent sur Pierrot le Fou comme si c'était François ou Faites entrer l'accusé. La presse était totalement différente. Il y a une rédaction, comment vous travaillez ? Alors, comment on travaille ? Il y a une rédaction chez Retro News aujourd'hui. De mon côté, je suis éditeur, donc on travaille en collaboration, on définit les sujets. Notre idée, c'était de questionner l'actualité, questionner le présent. Donc on a pris 4 grandes thématiques d'actualité et on a confronté ces thématiques à des moments d'histoire. Vous savez quoi ? Ces 4 thématiques d'actualité, on va les confronter aux questions. C'est dans Culture Média, à tout de suite. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie d'Étienne Manchette, il est le responsable des contenus à la BNF. Maïr Guven, il est écrivain, éditeur, il travaille notamment pour Le 1 et ils lancent ensemble Retro News. C'est une collaboration entre l'édition et la BNF. Découvrir l'histoire par la presse, c'est une revue qu'on peut trouver dans les librairies. Très belle revue, 225 pages illustrées. Vous nous disiez, avant qu'on marque une pause, qu'il y avait 4 grands thèmes développés dans ce numéro. Lesquels sont-ils ? Après, je vous demanderai pour quelles raisons, pourquoi ceci. Alors, on a un grand thème résistance qui fait écho à l'actualité partout dans le monde. Crime et délit, sexualité et bien entendu contamination. On ne pouvait pas passer à côté. Mais on se demande vraiment pourquoi il y a un papier sur la grippe espagnole. Comment vous avez travaillé ? Il y a une rédaction, comment ça se passe ? Ouais, alors nous on a une rédaction, on a surtout des gens qui écrivent pour nous, donc toute la partie universitaire notamment. Donc c'est aussi ça c'est un champ de publication en soi. On demande à les universitaires d'écrire à base d'archives, donc c'est une manière d'écrire assez différente de ce qu'ils font d'habitude. Il y a des journalistes qui écrivent pour nous et des écrivains dedans. Donc nous on choisit des petites histoires ou des grandes histoires et on va développer des thèmes. Donc là sur contamination par exemple, alors certes il y a le masque, l'apparition du masque, mais l'idée de contamination est un peu plus vaste que ça, c'est-à-dire que il y a de la pollution. Voilà, on refait quelqu'un comme François Jarry, je refais l'itinéraire du mot pollution dans la presse, et qui à la base est plutôt une pollution mentale et qui devient au fur et à mesure une pollution industrielle. Et là on est sur la transformation de la naissance de ce mot-là, comment il émerge comme une trend Twitter en fait. Vous le racontez très bien, vous avez l'année en tête ou pas du tout ? Moi, c'est facile pour moi, je l'ai noté. 1865, le mot apparaît en France dans la presse. C'était dans le journal Le Siècle. Un journaliste décrit une nouvelle loi londonienne, ça se passe à Londres, sur les égouts. Et il ajoute que les autorités, je le cite, auront le droit d'intenter toute poursuite judiciaire pour empêcher la pollution des cours d'eau. C'est la première fois que le mot apparaît en France. C'est émouvant de retrouver des archives comme ça. C'est émouvant et puis c'est interrogeant surtout, c'est-à-dire que tous ces mots émergent. C'est-à-dire que écologie, par exemple, c'est un mot qui n'existe pas. Et voilà, donc nous, on essaie toujours de tracer
traduire un maximum. On parlait de sexualité aussi, c'est pareil. Donc l'homosexualité qu'on traite, la perception qu'a la presse dessus, c'est des choses qui... voilà, il y a un non-dit qui est terrible. C'est vraiment d'autres changements de perception. Ne parlons pas de la masturbation. Mais sur la sexualité, sans remonter jusqu'au siècle dernier, je me souviens, à l'avant-siècle dernier, je me souviens que quand j'étais petit, l'homosexualité c'était traité dans les émissions médicales. C'était pas traité au chapitre. Là, c'est justement tout ce récit-là, c'est l'onanisme. Voilà. C'est comment la science condamne l'onanisme. Donc c'est un superbe papier. Et là, pour le coup, on apprend énormément de regard de la science sur ces pratiques. À ce propos, pas loin, vous proposez un grand papier sur le procès d'Oscar Wilde en 1895. On est encore en Angleterre. Procès sur les écrits de l'auteur jugés immoraux. Des auteurs au tribunal, il y en a eu pléthore, pardon de dire ça. Vous allez tous les faire? Non, là, c'est sans fin ou presque. Celui-là, mais en fait, ce qui est intéressant dedans, c'est aussi la manière dont il est décrit, la résistance verbale que lui oppose, etc. Et comment les journaux sont assez ambigus. Il y a peu de prise de défense. Donc, il y a une espèce d'ordre moral permanent qui s'impose via la presse, et certaines presses en tout cas. Donc ça, c'est ce qu'on essaie aussi de transcrire, c'est comment il va se faire démolir au bout du compte, et pourtant il essaye de se tenir. Et toutes ces descriptions, ces portraits de lui qui sont faits avec les mots, parce que c'est avant tout des mots, hein, bien sûr, à l'époque, c'est assez troublant. Assez étonnant, à la fin de cette revue, donc qui tourne vers l'histoire, Maher Guven, il y a des nouvelles. Pourquoi ce choix et qui sont les auteurs de ces nouvelles? Alors, ce sont 3 romanciers et un historien. David Dufresne, Célia Lévy, Catherine Dufour et Quentin Delormeauze. L'idée, vous savez, l'histoire, elle s'écrit. Ils sont de ce monde, hein. Ils sont de ce monde. C'est pour ça que j'en parle, parce que Retro News, quand on fait 3 siècles d'histoire, c'est pas quelqu'un que vous avez exhumé du Moyen-Âge. Ce qu'on trouvait passionnant, c'est de donner à ces auteurs accès aux archives et qui nous racontent comment s'écrit l'histoire. En fait, qu'ils écrivent leur histoire à partir des archives. Moi, ce qui est passionnant, j'ai mis du temps à le comprendre, mais c'est que l'histoire s'écrit. On a besoin de sources. Et Retro News raconte ça. Les sources, ce sont les journaux. Qu'est-ce qu'on a? On a des sources orales, on a des rapports de police, on a des rapports de condamnation judiciaire, mais on a les journaux. Et donc la BNF est là pour nous donner cette matière, et ces historiens nous illustrent cette manière de travailler. À la main, j'ai le numéro 01, on peut y lire automne 2021 sur la 4e de couve. Donc si j'ai bien compris, l'idée c'est de faire un trimestriel. Oui. Vous savez déjà quel sujet vous allez traiter? Il est déjà imprimé? Vous en êtes tout du prochain ou pas du? Alors il n'est pas encore imprimé, mais dans les Vous savez déjà ce qu'il y a, quoi. Il est dans les tuyaux, il est en route. Oui, tout à fait. Des problèmes toujours liés aussi à des choses qui sont liées à l'actualité, hein. Il y a toute la partie perception de l'immigration, par exemple. C'est quelque chose qu'on doit traiter, parce qu'il y a vraiment une rétrospective. Tout le 19e, le droit aux exils, par exemple, était assez différent. Donc, des gens comme Delphine Diaz travaillent dessus, c'est vraiment très, 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 très intéressant. Et puis après, on a des choses plus ludiques, mais on va rentrer dans une phase présidentielle. Oui, on va avoir des photos inédites, beaucoup plus de photos dans le 2e numéro, même si on en a, mais on va proposer un grand portfolio, des dessins de presse. Pardonnez-moi, qu'appelez-vous des photos inédites, puisque par définition, elles doivent être sorties dans la presse, donc elles ne sont pas inédites à ce titre-là. Vous voulez dire des photos oubliées? Des photos oubliées ou rares. Beaucoup de dessins de presse également, montrer par exemple l'invention de la satire. Étienne connaît très très bien le sujet, et quand il me raconte, c'est passionnant. Et donc on va forcément parler de politique là, je vous en ai parlé. La revue est tirée à pas moins de 25 000 exemplaires, c'est audacieux. Pourquoi autant? C'est quoi votre business model? Vous allez me récuser le terme, mais tant pis, je l'ai lancé. Notre modèle économique. Voilà. Non, c'est de le vendre chez les marchands de journaux et en librairie. On est persuadé que les Français adorent l'histoire. On leur propose une autre manière de découvrir l'histoire, une nouvelle manière, une manière racontée par des historiens. Bien entendu, c'est accessible. On essaie de faire le pont entre l'université et le grand public. Ça, pour nous, c'est très important. Et donc, notre modèle économique, c'est que ça marche et qu'on trouve un public. Voilà. On l'a pas dit, la revue est vendue 19 €, c'est le prix d'un beau livre, c'est illustré, il n'y a pas de publicité. Il y a une formule d'abonnement? Bientôt. Oui, tout à fait. Pour le numéro 2, ça sera quoi le prix? La formule d'abonnement, 4 fois 19 € pour un an, 76. Je me tourne vers vous, Étienne Manchette. La BNF avait le souhait de monétiser ses contenus. Où en êtes-vous? Qu'est-ce qu'on peut acheter? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Qu'est-ce qui est gratuit? Qu'est-ce qui est payant chez vous? Alors, toutes les archives sont en accès libre. Partout, c'est la philosophie de la bibliothèque. Nous, ce qu'on fait sur Retro News et dans cette version-là, c'est que les gens qui écrivent, c'est comme tous les canards. Le père Dufresne, pas Dufresne d'ailleurs, Duchesne, le disait, si vous voulez me lire, il faut payer 4 sous. Et nous, les universitaires, les journalistes, les écrivains, ces gens qui ont fait des fictions pour nous, ils écrivent, ils travaillent, donc on les rémunère.
Et c'est cette partie-là surtout qu'on monétise. Merci beaucoup Étienne Manchette. Je rappelle que vous êtes responsable des partenariats et des contenus de la Bibliothèque nationale de France, la BNF, et le responsable éditorial de Retro News. Et Maher Guven, vous êtes auteur, éditeur et le directeur de la publication de ce même Retro News. J'y arrive, disponible chez les marchands de journaux et en librairie dès aujourd'hui pour la modique somme, comme on dit, de 19 €.